Salut les timbrés! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Rendez-vous des timbrés. Après un arrêt plus long que prévu, je reprends l'aventure YouTube avec un timbre luxembourgeois concernant un fait important de l'histoire de l'Union européenne. Si cette dernière vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la playlist L'Union européenne pour y découvrir toutes les vidéos sur le sujet. En cas de besoin, l'épisode numéro 1 est consacré à la terminologie de la philatélie. Je ne vous en dis pas plus. Bonne vidéo à tous. Information philatélique. Le timbre présenté dans cette vidéo fait partie de mon thème sur l'Union européenne, et plus précisément sur sa construction. Il a été mis en vente au Luxembourg le 28 avril 1975 et a été retiré de la vente le 31 décembre 2002, soit plus de 27 ans après. Il coûtait 4 francs luxembourgeois de l'époque. Pour les collectionneurs, sa taille est de 36,3 sur 26,2 mm et sa référence hiver et tellier est LU 859. Description du timbre. Regardons maintenant notre timbre de plus près. Les deux mentions obligatoires pour une utilisation postale du timbre sont bien présentes. Le nom du pays émetteur, Luxembourg, apparaît en bas du timbre. Bien que le luxembourgeois, l'allemand et le français soient les trois langues nationales du pays, le nom Luxembourg est écrit uniquement en français sur ce timbre. En effet, à cette époque, tous les actes législatifs et les documents administratifs sont écrits en français. Et s'ils sont traduits, c'est la version en français qui fait foi. La valeur faciale du timbre est de 4 francs luxembourgeois. Le franc luxembourgeois est introduit à la fin du XIXe siècle et est utilisé jusqu'au 28 février 2002, date à laquelle il perd son cours légal au profit de l'euro. 3 mentions apparaissent sur la bande blanche du bas du timbre. À gauche, Zilli, sculpte. Rudolfo Zilli est un sculpteur peintre italien né en 1890 et décédé en 1976. Il réalisa de nombreuses médailles représentant des personnalités européennes qui ont été reprises sur plusieurs timbres. Celui que je vous décris en représente 3. Robert Schuman, à gauche, dont la déclaration de 1950 fait l'objet de la vidéo, et 2 autres personnes qui ont poursuivi son œuvre. Gaëtan Martino, au centre, italien ayant vécu de 1900 à 1967, et Paul-Henri Spaak, à droite, 1889-1972, de nationalité belge. Il est à noter que, contrairement à d'autres timbres où le nom de Zilli est mentionné, le nom du dessinateur-graveur n'apparaît pas. Au milieu, 1975, année de la sortie du timbre. À droite, Courvoisier SA, société suisse installée à La Chaux-de-Fonds dans le canton de Neuchâtel, qui imprima des timbres du monde entier de 1931 au 30 avril 2001. Les 3 prochaines diapositives correspondent par écrit au texte de la description du timbre que vous venez d'entendre. La déclaration de Robert Schuman, 9 mai 1950. Pour comprendre sa déclaration du 9 mai 1950, il me paraît important d'en savoir plus sur son auteur. Qui est Robert Schuman ? Robert Schuman est né le 29 juin 1886 à Luxembourg au Luxembourg. Son père, né en 1837 dans un village lorrain, devient allemand en 1871 après l'annexion d'une partie de la Lorraine. Sa mère, luxembourgeoise, devient allemande par le mariage. Robert Schuman naît donc de nationalité allemande, citoyen du Reichsland d'Alsace-Lorraine. Durant sa scolarité, il apprend le français, étant de langue maternelle luxembourgeoise et de seconde langue allemande. En 1904, il passe le baccalauréat à Metz, alors allemande. L'équivalence avec le diplôme luxembourgeois n'existant pas. Il poursuit ses études de droit dans plusieurs universités allemandes, Bonn, Berlin, Munich et Strasbourg, puis ouvre son cabinet d'avocat. En 1908, Robert Schuman est réformé pour des raisons médicales, mais est quand même incorporé dans l'armée allemande en 1914, affecté à l'administration territoriale. Le 19 novembre 1918, les troupes françaises entrent dans Metz. L'administration et les structures politiques locales doivent être modifiées.
Robert Schuman entre dans la vie politique à 32 ans et devient membre de la commission municipale de Metz. À l'été 1919, l'Alsace-Lorraine redevient française et le département de la Moselle réapparaît sur la carte de France, avec Metz comme préfecture. Robert Schuman devient français et est élu député de la Moselle, mandat qu'il gardera presque sans interruption jusqu'en 1962. Au cours de sa carrière, il obtient plusieurs postes ministériels, dont celui des Affaires étrangères entre le 26 juillet 1948 et le 8 janvier 1953. Le 9 mai 1950. Nous sommes le 9 mai 1950. La Seconde Guerre mondiale est terminée depuis 5 ans, presque jour pour jour, et les pays d'Europe s'engagent dans la reconstruction pour effacer les ravages de celle-ci. Une conférence de presse est convoquée dans le salon de l'Horloge au Quai d'Orsay en ce 9 mai 1950 à 18h par le ministre des Affaires étrangères Robert Schuman. Plus de 200 journalistes français et étrangers y sont conviés, mais, prévenus au dernier moment, seuls ceux basés à Paris y participent. Aucun photographe, aucune télévision et aucune radio ne sont présentes ce jour-là, ce qui obligera Robert Schuman à enregistrer plus tard son discours pour qu'il passe à la postérité. Pour quel objectif ? Les deux objectifs sont l'Europe et la paix, qui sont très liés. En effet, pour Robert Schuman, l'unification de l'Europe n'est pas une fin en soi, mais un moyen de garantir la paix. Un autre objectif, très lié à celui de la paix sur le continent, est le rapprochement de la France et de l'Allemagne après 3 guerres en moins d'un siècle. Que dit la déclaration de Robert Schuman ? Je cite : « Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. Cette haute autorité est la première instance européenne qui introduit dans la méthode communautaire la supranationalité, à savoir le transfert de souveraineté vers le niveau européen, vers des institutions bénéficiant d'une certaine autonomie envers les États membres. Elle introduit aussi l'idée de la primauté du droit communautaire vis-à-vis des droits nationaux. » En même temps que Robert Schuman prépare et participe à la conférence de presse, les gouvernements des pays susceptibles d'être intéressés, la Grande-Bretagne, les 3 pays du Benelux, l'Italie et bien évidemment l'Allemagne, sont informés de la proposition française. Il est à noter que Konrad Adenauer, chancelier allemand, l'accepte très rapidement et très enthousiaste. Seule la Grande-Bretagne refuse d'y participer. L'échec des premiers projets d'unification de l'Europe au cours des 19e et du début du 20e siècle incite les hommes, après la Seconde Guerre mondiale, à penser que la construction européenne doit se faire progressivement. Je cite : « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord des solidarités de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. » La déclaration du 9 mai 1950 est considérée comme le texte fondateur de la construction européenne. Elle sera formalisée d'abord par le traité de Paris le 18 avril 1951, qui créera la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, entre ces 6 mêmes États européens. La suite de l'histoire de l'Europe fera l'objet d'autres vidéos. Cette nouvelle vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous l'avez peut-être constaté quand vous démarrez ma vidéo, vous pouvez soit la regarder, soit l'écouter, soit faire les deux. L'idée est que, où que vous soyez, vous puissiez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire. À très vite pour le prochain épisode.